Pour moi, j'aime bien parce que là, si j'ai 3 questions, ici, je parle tout le temps sur la première et alors je m'arrête, je continue, je passe à la deuxième. C'est pour m'organiser. J'aime bien contrôler mon temps. Et j'ai pas fait ça. Alors, là, attendez une seule minute, s'il vous plaît. Je passe ici. Voilà. Euh, alors, la troisième question, et alors je l'appuie sur une affirmation de l'argument sur le thème de l'année. Là, on lit que nous assistons aujourd'hui à de nouvelles formes de liens sociaux. Alors, l'autisme en est certainement une nouvelle forme, et je l'ai affirmé ici déjà à d'autres occasions. Ça, c'est un thème que j'aime, n'est-ce pas? Mais maintenant, il s'agit de penser que nous avons chez l'autiste de nouvelles façons d'aimer que nous pouvons saisir à partir de ce que nous avons appris avec eux, soit avec les enfants au CMPP, soit au CAPSI, c'est ce qui correspond au CMPP ici au Brésil, les CAPSI, soit avec les adultes dits Asperger au cabinet. Quelle est alors la place de l'amour dans le lien social pratiqué par l'autiste? Ça, c'est la troisième question. Alors, 3 questions, mais comme je n'aime pas travailler toute seule, je poserai encore 2 autres questions aux participants. Alors, je dis, soyez attentifs pour ne pas rater les questions. Ça, je plaisante. Alors, vous avez peut-être remarqué que je viens de distinguer 2 types d'autisme. Avant alors, de travailler, il faut cette remarque. Quand je parle d'autisme, je parle de 2 types de patients. Les autistes qu'on nomme déficitaires et qu'on peut appeler autistes hors langage, comme le fait Graciela Crespin, et les aspergeurs. Les autistes hors langage ou hors parole, là je m'arrête, je pense tout le temps, je ne suis pas encore très sûre de comment les appeler. J'aime pas autiste déficitaire, mais hors parole, hors langage, je ne sais pas trop, mais ce sont ceux qui n'ont pas pu sortir, c'est ça l'important, de l'aspect incapacitant de la structure de l'autisme. Et alors, je parle très vite là, je résume ce type d'autisme. Elle se caractérise, cet autisme, il se caractérise, cette structure, elle se caractérise par 1, l'immuabilité, 2, fonctionnement du langage appuyé sur le signe et pas sur le signifiant. Donc s'il n'y a pas de signifiant, ça veut dire qu'il n'y a pas de refoulement originaire, pas d'inconscient, pas de rentrée dans le champ de l'autre. Ça, ce sont les auteurs qui sont, disons, qui sont très, ils sont, comment on dit, ils sont conformes. Tout le monde pense comme ça. Tous les auteurs qui travaillent avec l'autisme. Et troisième point, pas de nouage corps-langage. Ce qui, alors, ne construit pas d'image corporelle et tout ça. Et bon, ça c'est un résumé très rapide, mais j'ai besoin de parler de ces points parce que c'est sur eux que je vais m'appuyer après. L'Asperger. L'Asperger est un sujet autistique qui a subi des changements dans sa position subjective, mais pas au niveau de sa structuration autistique. Moi, je pense qu'il faut conserver ce nom, il est important, vous allez voir, parce que ça fait toute une différence dans notre clinique. Alors, il faut parler des Asperger. Et ce sont des sujets qui n'ont pas subi de changement au niveau de sa structuration autistique. Il lui est arrivé de faire des identifications, c'est vrai, ce sont des sujets qui ont fait des identifications. C'est un sujet qui se sert de la parole, il évolue dans le champ social, il travaille, il se marie. Mais
la structure autistique reste là. Le fonctionnement du langage chez lui est encore appuyé sur le signe et pas sur le signifiant. Et le manque de nouage corps-langage persiste chez lui. Alors, les aspergeurs, je fais encore la distinction, je parle encore des deux autismes, ce sont des adultes que nous sommes habitués à nommer des psychotiques. Moi, il y a longtemps que j'ai une pratique avec les enfants, et quand on a commencé à parler des aspergeurs, ils parlent de ça tout le temps, et surtout des psychiatres, on disait non, 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 ce ne sont pas des autistes, ce sont des psychotiques. Et un point, c'est tout. Mais là, je crois, à partir de ma pratique, qu'il y a, j'ai perdu, mais je crois qu'il y en a parmi eux de vrais autistes, qu'il y a parmi eux de vrais autistes. Et ils viennent nous demander de l'aide dans nos cabinets maintenant, des adultes. Et alors, je vais essayer d'en faire la distinction. Asperger, psychotique, et la discussion sur l'amour peut nous aider à la réalisation de cette tâche. Bon, je pense que vous voulez déjà discuter, mais attendez un peu. Je sais que ça fait un peu de bruit. Hein? Maintenant que j'ai déjà ces deux groupes, je vais parler de transfert dans ces deux groupes. On va voir si on peut dire s'ils peuvent aimer et s'ils aiment, comment ils aiment. Première question, le transfert. Tout d'abord, parlons de ce qui concerne l'autiste hors langage. Et les analystes, ils parlent souvent de ce vide qui les angoisse lors de cures d'enfants autistes. Voici ce que dit une de mes collègues. J'en ai pris, j'ai pris un texte et c'est très. On va voir qu'elle parle de ce vécu, de ce ressenti que nous éprouvons. Voilà ce que dit une de mes collègues, Bernardino. Elle dit, quand nous travaillons avec les autistes, nous constatons que pour eux, la place de l'autre reste vide. Pour lui, il n'y a pas de sens que quelqu'un vienne occuper cette fonction de représentant du champ du langage, puisqu'il peut y accéder directement. Pas besoin d'autres pour accéder aux connaissances, à l'écriture. C'est une place vide. Alors là, j'ai dit vide de jouissance. C'est l'expression de Rosine et Robert Lefort. Je n'ai pas pu trouver, c'est pas exactement vide, c'est c'est comme si je faisais une traduction directe, je dirais nettoyer de jouissance, mais c'est pas ça. Alors, je n'ai pas pu trouver exactement l'expression parce que j'ai le livre en portugais. Mais je vais dire place, de toute façon, je vais dire vide de jouissance. Et dans le transfert, c'est ce qui nous intéresse, l'autiste refuse le contact, le regard. Il est indifférent à notre présence. En étant avec lui, nous avons une sensation de vide, nous ne sommes rien pour lui. Là, c'est vrai, elle finit en disant, il faut le dire, sauf que nous, les psychanalystes, nous insistons, nous ne nous laissons pas aller par ce sentiment de vide. Cependant, mais là, c'est vrai, ça correspond énormément à la plupart des cures d'autisme. Cependant, nous pouvons saisir de temps en temps, quelquefois, des sentiments tendres. Là, je m'approche de la question. Ce n'est pas encore de la théorie. On peut saisir des sentiments tendres que l'autiste adresse à l'analyste. Ou bien, il y a des petits registres de liens. Par ici, par exemple, l'enfant dort avec la photo de l'analyste. Par là, un autre veut voir son analyste sur l'écran tous les jours. Parce que maintenant, on voit les enfants sur l'écran. Il y a des autistes qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Mais il y en a eu un qui a voulu voir l'analyste tous les jours.
parce qu'il est habitué à allumer son ordinateur et voir ce qu'il veut. Alors, il voulait voir son analyse tous les jours. Alors, c'est un type de lien, disons, n'est-ce pas? Alors, là, c'est ce qu'on peut voir. Il faut penser à ça. Alors, voyons ce que dit la théorie. Voyons ce que disent Freud et Lacan. Et ce sera plutôt, surtout Freud, vous allez voir pourquoi. Que dit Freud? Au début, tout au début, et là c'est le début qui va m'intéresser, de la théorie, de la formulation, de la théorisation freudienne sur le transfert. Que dit Freud? Il s'agit de la répétition de prototypes infantiles vécus avec une sensation d'actualité. Je répète, vous connaissez très bien ça, mais je passe par là, il le faut. Toute une série d'événements prend vie de nouveau, non plus comme passé, mais comme rapport actuel à l'analyste ou n'importe quelle autre personne. Il y a donc une remémoration de traits refoulés, d'expériences passées qui sont rapportées au vif du rapport à l'analyste. Là, c'est Freud. Il y a aussi un autre type de transfert. Moi, je n'avais pas fait attention à ça. J'ai beaucoup pensé et j'ai décidé de vous apporter parce que je crois que c'est important. Il y a aussi ce type de transfert dont parle Freud à l'interprétation des rêves. Là, le transfert est constitué par une transposition de restes diurnes vidés de leur sens et transférés au rêve. Là, c'est la première fois que Freud parle de transfert et quand on étudie l'histoire du transfert, on voit ça. Je n'avais pas trop fait attention à ça, mais maintenant que mon truc, c'est l'autisme, ça m'a attiré l'attention. Bon, de la théorisation de Lacan, j'en retiendrai surtout 2 points. C'est pour les travailler, parce que là, ça ne marche pas du tout pour l'autisme. Quels sont les 2 points? Alors, pour l'autiste déficitaire, n'est-ce pas? On va voir pour l'Asperger. Là, c'est sérieux. Là, c'est très sérieux. Mais c'est seulement pour établir, pour étaler la théorie. Étaler, on dit, n'est-ce pas? Étaler la théorie. La mettre là. Déployer hein? Déployer la théorie. Déployer. Pourquoi étaler? Bon, d'accord. Déployer. Voilà. Alors, de la théorisation de Lacan, j'en retiendrai 2 points. Bon. Premier point, l'amour de transfert s'appuie sur la supposition de savoir qui élève l'autre à la position d'objet surévalué parce qu'il sait. Il sait quoi? Ce qu'est la demande que lui dirige l'analysant. Parce qu'il sait, il ressemble à l'objet aimé et donc devient aimé. N'est-ce pas? Là, j'allais faire une remarque que j'ai oubliée. Bon, je continue. Ah oui, j'ai vu après, quand j'ai lu, et je me suis dit, ah, mais je travaille beaucoup sur le transfert en tant que savoir et pas tellement en tant qu'amour. Mais bon, vous allez voir pourquoi. Ça a tout un rapport à la question de l'autisme. Mais alors là, on parle de supposition de savoir. C'est le premier point. C'est objet surévalué. Deuxième point, si la parole produit des effets, c'est parce qu'il y a du transfert. Alors, il y a tout un rapport entre transfert et parole, transfert et signifiant, n'est-ce pas? Et là, dans le texte qui est très fameux de Lacan, quand je l'ai lu sur un des commentaires, une personne qui commentait le transfert, je l'ai repéré immédiatement parce que c'est très connu. Lacan demande qu'est-ce que le transfert finalement? Il répond, c'est au séminaire 1. Chaque fois qu'un homme parle à un autre d'une façon authentique et pleine, il y a, au sens propre, transfert symbolique. Bon, l'important là, j'ai repris ça, j'ai repéré ça, parce que là, on peut voir qu'il s'agit plutôt de transfert de signifiant et non pas de transfert d'affect. C'est là la révolution qui est faite, mais attendons.
Bien sûr, là c'est un b.a.-ba, mais il faut faire tout ce cheminement. Le ressort fondamental du transfert, bien sûr, chez Freud et Lacan, disons-le en bref, c'est le rapport à l'autre. Il n'y a pas de sujet sans autre. Et toute la théorie et la clinique psychanalytique découlent de cette formulation. Alors, pour l'autiste, la faille ou sa différence se concentre exactement sur son rapport à l'autre. Un rapport très, très, très difficile, on pourrait dire, qui n'existe pas, disons bref. Notre difficulté de théorisation est justement celle de faire appel à des catégories psychanalytiques fondamentales qui n'ont pas de valeur pour l'autiste. Si nous prenons, par exemple, le point de vue freudien, l'autiste ne peut pas faire de transfert, parce qu'il ne peut pas remémorer ou rapporter dans le vif du rapport à l'analyste les traits refoulés. Et il n'a même pas de refoulement, ni originaire, ni secondaire. Si nous prenons le point de vue lacanien, l'autre n'est pas supposé savoir sur son inconscient, n'étant plus qu'un instrument pour ses besoins. Et ce n'est pas le signifiant du tout qui préside au transfert. Alors, pour rester dans la psychanalyse, pour lui être fidèle, les auteurs, alors je vais plaisanter un petit peu, hein. Pour rester fidèle à la psychanalyse, il y a des auteurs qui inventent d'autres autres. Il n'y a pas d'autres, mais bon, ils inventent d'autres autres. Par exemple, l'autre de synthèse, proposé par Malleval. Vous savez ce que c'est l'autre de synthèse? Il dit que l'autre de l'autiste, c'est un autre de synthèse. Ça veut dire qu'il est formé essentiellement par des signes collés à leur référent et ne pouvant pas représenter la pulsion. Alors là, c'est un autre type d'autre, c'est l'autre de synthèse. Alors nous, moi, on va faire pareil. Nous allons faire pareil. Nous allons inventer un autre pour l'autiste. Pour le transfert, pour parler de transfert. Je vous propose alors deux hypothèses de travail. Pour parler de transfert et d'amour chez l'autiste, je fais appel tout d'abord à la conception freudienne de transfert en tant que dynamique, puisqu'on est dans les domaines de l'autiste au-deçà du signifiant. Et aussi faire appel au transfert dans le sens de transposition de traits. Et la deuxième hypothèse de travail, c'est, à mon avis, il peut y avoir un autre type de transfert qui s'appuie sur la figure du Nebenmensch, l'autre secourable. C'est là la clé sur laquelle je peux travailler le transfert chez l'autiste. Alors, parlons un peu du Nebenmensch, de l'autre secourable. Alors, mon hypothèse est la suivante. Le petit bébé qui est devenu un enfant autiste, qui aura été non, je ne sais pas, le futur antérieur, je ne sais pas. Vous comprenez bien, c'est un petit bébé, il va devenir autiste. Qu'est-ce qui se passe? Il se serait arrêté, cet enfant se serait arrêté dans son lien à l'autre primordial, au niveau du Nebenmensch. Et c'est ce Nebenmensch qu'il remémore quand il est avec ses soignants. Tous les soignants, pas seulement l'analyste. Il y a d'une certaine façon un transfert, oui, à ses soignants, dans le sens où il y a remémoration et transposition de traits mnésiques qui sont transférés à la personne du soignant. Pas de signifiant, et que de traits mnésiques, les traits mnésiques qui sont transférés. Encore un peu plus sur le Nebenmensch. C'est Lacan qui attire l'attention de son audience à l'occasion du séminaire 7 sur ce Nebenmensch, sur l'autre secourable. C'est par son intermédiaire, il dit que, je cite, tout ce qui rapporte au processus de pensée
peut prendre forme dans la subjectivité du sujet. C'est par son intermédiaire, c'est par l'intermédiaire du Nebenmensch que tout prend forme, n'est-ce pas? Et alors, on sait, qu'est-ce qu'on sait à partir de la théorie? Le nouveau-né ne peut pas vivre si on ne s'occupe pas de lui. Cet autre, il est nommé à l'esquisse pour une psychologie scientifique. Il le met au centre de l'expérience de satisfaction. Un personnage extrêmement important pour le bébé. Et là, il fait, et là non, c'est pas. On sait que Nebenmensch est formé de deux mots, Neben à côté de et Mensch homme. Alors, l'homme qui est à côté, l'homme ou la femme. Freud le désigne comme force auxiliaire et dont la traduction se rapprocherait d'une première expérience de puissance ou force, c'est celui qui a apporté au bébé la première satisfaction. Et là, on sait, tout le monde le répète, tous les psychanalystes, ce n'est pas la satisfaction de besoin, elle est dès le début une quête de satisfaction de la pulsion. La satisfaction procurée par le Nebenmensch, c'est la satisfaction de la pulsion dès le début. C'est pas, on n'est pas dans le terrain du besoin. Alors, il faut aller passer un peu rapidement à la lettre 52. Et là, nous continuons à voir un peu, à faire à déployer la théorie. Et nous y repérons là, à la lettre 52, la fameuse construction freudienne des couches, des différents registres de ce que l'on nomme actuellement, après Lacan, les temps de la constitution du sujet. Ou, comme le dit Lacan lui-même, nous y voyons une topologie de la subjectivité, pour autant qu'elle se construit à la surface d'un organisme. C'est ça qui est décrit à la lettre 52. Les couches dont le résultat est une topologie de la subjectivité ou la constitution du sujet. Alors, que dit Freud là-bas? Entre perception et conscience, il y a trois différents registres. Le premier, c'est le registre des signes perceptifs. L'inconscient se met en place au deuxième registre et le refoulement primaire est entre le premier et le second. Et là, j'ai un petit exemple pour parler du premier registre, parce que c'est là que l'autiste va rester. Le premier registre, c'est un exemple d'une collègue. Elle me dit, elle aime bien cet exemple, je ne trouve pas d'autre. Il est bien. Alors, le bébé écoute des pas, il voit un visage, il écoute une voix, il sent une odeur, c'est l'odeur du lait, et il dit « Ah, ça va venir ». C'est un ensemble de traits qui s'organisent par simultanéité. Il n'y a pas de causalité, il y a de simultanéité. Que des traits et une expérience de satisfaction qui est procurée par cet autre secourable. Ça, c'est le premier registre. Mais il faut aller au deuxième. Ce n'est qu'au deuxième registre où il y a les représentations, choses. C'est au deuxième registre qu'on peut parler d'inconscient. Et au troisième registre, les représentations paroles peuvent se construire. Alors, le sujet autiste est pris dans le premier registre, celui des signes perceptifs. Ce n'est pas, voilà pourquoi on dit qu'il parle à partir de signes, pas à partir de signifiance. Et toute son économie psychique est dirigée, est régie par les signes. Alors, il est dans le premier registre, celui des signes perceptifs, qui est le registre des inscriptions en simultanéité, ne faisant pas sa progression vers le deuxième, où les inscriptions sont faites à partir de rapports de causalité. Bon,
Alors, il y a des traits mnésiques pour les autistes qui ont été investis au début de la vie. Cependant, il y a une faille dans le chemin pouvant amener ces traits pour son utilisation qui devrait devenir représentation qui permettrait alors toute la richesse et la flexibilité de la pensée inconsciente. Alors, il n'y arrive pas. Ce sont les unbewusste Gedanken. Il n'y a pas de pensée inconsciente chez l'autiste. Alors, et celui alors qui fait, qui pilote, qui accompagne, qui prend la main du bébé et l'amène jusqu'au troisième registre, c'est le Nebenmensch, c'est l'autre secourable. Pour l'autiste, l'autre secourable n'apparaît qu'au premier moment, au premier registre. Et il vient en son secours, l'autre secourable, même si le signifiant ne peut pas advenir. Le signifiant n'advient pas. Il n'y a que des signes, des traits mnésiques, des signes de perception. C'est là qu'il reste l'autiste. Alors, l'autre secourable, vous voyez, c'est très sérieux parce que là, l'autre secourable répond à la nécessité, pas aux demandes. Mais de toute façon, il laisse des traces, ce Nebenmensch, que l'autiste repère. Mais il repère hors langage. Vous pensez que c'est très difficile, hein, parce que ce sont des traits qui n'ont pas pu advenir en tant que parole, en tant que signifiant. Alors, ce sont des traits informes que l'autiste repère quand même hors langage. C'est très difficile. Ça, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on lit chez Donna Williams, chez les écrivains, ils parlent de ça, n'est-ce pas? Ils essaient de nous transmettre ce type de vécu. Alors, l'autiste repère hors langage ces traits, ces traces. Ce ne sont pas des traits, ce sont des traces de ce Nebenmensch qu'il repère. Et alors, actuellement, l'enfant aujourd'hui, l'enfant autiste, qui est autiste maintenant, qui a 4, 5, 6 ans, il est encore en rapport à l'autre secourable. C'est ce que je pense, c'est ce que je veux discuter. Son rapport à ses parents est encore de cet ordre. Il vit de façon actuelle avec eux et ses soignants en occupent la même place. Ce n'est pas à proprement parler le transfert freudien, celui d'un vécu passé avec une sensation d'actualité, etc. Mais on peut le rapprocher de ce transfert freudien, dans le sens où il y aurait un transfert d'expérience passée, des traits mnésiques, d'affect plutôt que de signifiants. Vous voyez pourquoi j'ai besoin du Freud premier temps. C'est plutôt un transfert de signes. Et bon, voilà, les signes perceptifs qui sont typiques du premier registre. Et c'est un transfert plus éloigné de celui de la théorisation lacanienne. Puisque nous ne pouvons pas du tout parler de supposition de savoir. C'est tout le contraire. Il y a un abysme énorme entre l'autiste et son autre. Et quand il grandit, il nous dit, c'était horrible, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait. Il n'y a pas du tout de supposition de savoir de quoi que ce soit. Bon, je dois encore vous parler, avant de attendez, hop. De Graciela Crespin, parce qu'elle a une hypothèse qui n'est pas exactement la même. Moi, j'étais dans une table ronde avec elle. Moi, j'ai parlé de ça. Et après, elle a parlé d'une chose. Et j'ai dit, oh, mais nous sommes arrivés au même point de formulation, de théorisation. Et c'était vraiment, on était contente de voir que nous étions arrivés à des choses qui étaient très semblables. Mais après, quand j'ai lu son texte, j'ai vu que non. Ce qu'elle dit, c'est que les signes de perception sont
sont un registre prénatal. Le premier registre freudien est prénatal. Les signes de perception, ce sont les empreintes, les traces laissées par la parole et la pensée de l'autre pendant la gestation. Alors pour elle, il devait avoir un transfert de ces signes vers le Nebenmensch. Alors elle dit, le Nebenmensch ne se fait pas du tout pour l'autiste. Mais moi, j'insiste sur mon hypothèse parce que c'est ma clinique qui me fait penser que l'autre de l'autiste est très semblable à l'autre secourable. Je vais un petit peu rapidement, sinon j'arrive pas aux aspergeurs, parce que je crois que vous voyez les aspergeurs dans les cabinets. Mais je vais parler de la clinique. Où est-ce que je vois ça dont je vous ai parlé? Il y a, par exemple, la petite fille qui s'attache aux cils de sa mère, qu'elle continue à chercher et à toucher, même en étant plus âgée. Quand elle était bébé, elle touchait les cils de sa mère. Elle faisait comme ça tout le temps. Et après, en étant âgée, elle faisait pareil. Ce sont des signes informes qui n'ont pas pu se transformer en paroles, mais qui ont encore une présence. Devant l'analyste, elle découvre une tache sur son visage, proche à ses yeux, et la touche aussi, en faisant un glissement des cils de la mère vers la tache de l'analyste. Ensuite, c'est vers la photo de l'analyste qu'elle glisse. Elle s'y attache et elle la met sous son oreiller. Nous voyons s'amorcer une construction dans le transfert, mais un transfert d'une toute autre nature. Donc, c'est la photo qu'elle aime et pas encore l'analyste. Ah, bon. Mais la photo représente tout de même l'analyste. Alors, je prends aussi le livre de Donna Williams, où on peut accompagner aussi les traces de cet autre secourable. Donna Williams disait que quand elle était enfant, les personnes que j'aimais étaient des objets. C'est comme l'objet photo. Ce n'est pas l'analyste, c'est l'objet photo. Les personnes que j'aimais étaient des objets. Et ces objets ou les choses qu'ils évoquaient étaient ma protection contre les choses que je n'aimais pas. Alors, ça, c'est elle qui dit. Maintenant, je continue. La grand-mère de Donna Williams est une figure sensorielle pour elle. Son odeur de camphre, la texture de la laine de ses robes. Cet autre persiste pour elle de façon au niveau des signes. Je cite, elle dit, Donna Williams, 20 ans plus tard, il m'arrivera encore d'attacher une bouteille d'huile. Non, 20 ans plus tard, il m'arrivera encore d'acheter une bouteille d'huile d'eucalyptus et d'en arroser la chambre d'un coin à l'autre afin de me préserver de tout, sauf du sentiment de bien-être et de soulagement que cette réminiscence sensuelle me procurait. Alors là, je me demande si, ça je citais, n'est-ce pas? Maintenant, je me demande si les grands-parents de Donna faisaient fonction d'autres secourables, même quand elle était adulte. Il y a encore d'autres exemples de Donna. Elle récupérait des bouts de laine et passait ses doigts pour s'endormir. Et adulte, elle conservait une boîte où elle gardait encore ces bouts de laine qui la faisaient se souvenir de sa grand-mère. Un autre qui est fait d'odeur et de texture. Donna, aujourd'hui, elle est capable de donner des noms à ces traits amnésiques, mais peut-être pas les enfants dits déficitaires. Elle nous aide donc à avoir une idée de ces traits. Alors, les parents de ces enfants disent que ces manifestations, telles que passer la main par les cils de la mère, sont des signes d'amour. Ont-ils raison de dire ça? Alors, la chanson le dit mieux. Tant de manières d'aimer, et elles en valent toute la peine. Là, c'est l'enfant dit déficitaire. Il aime. L'aspergeur, lui, ne fait pas non plus de transfert au sens lacanien, celui de la supposition de savoir. Il peut être en cure, soutenu pendant quelque temps par la supposition de connaissance.
mais c'est évidemment insuffisant. Il va voir le CV de l'analyste sur Internet. Mais c'est évidemment insuffisant et je ne sais pas si une analyse peut être amorcée, dû au fait que ce n'est pas un amour de transfert qui se joue dans ces cas. Nous n'avons pas, pour les cures de ces sujets modernes, le principal instrument de travail de la psychanalyse qui est le maniement de l'amour de transfert. Et mais s'il n'y a pas d'amour de transfert, il y a quand même des liens à l'analyste. Malval parle de transfert durable chez Dick, chez Donna Williams, mais il parle de transfert en tant que synonyme de rapport, de lien, qui peut exister pour les autistes Asperger ouverts au monde. Donna Williams va voir une thérapeute parce qu'elle veut être normale. Et c'est la demande qu'elle lui dirige. Elle aimait son analyste, elle le dit. Mais l'intermédiation de Carole, son double, lui était nécessaire. Carole était pour elle une espèce d'écran, puisque les sentiments, nous on dirait sa vie pulsionnelle, ne peut pas être dirigée à l'analyste sous peine de morcellement, c'est ce qu'elle disait. Alors, c'est ce qu'elle disait. Et encore un petit fragment clinique, un homme diagnostiqué Asperger vient demander du secours à une analyste parce qu'il ne veut pas aller aux réunions de l'entreprise où il travaille. Il est marié, il vient régulièrement aux séances, c'est comme une obligation. Mais dans son discours, on ne trouve pas de signifiant quelconque sur lequel on puisse avoir appuyé, voire appuyer son transfert. Un jour, il dit à son analyste, toi, tu ne peux pas oublier. Je te l'ai déjà dit maintes fois. Alors, comme mon commentaire, étrange formulation chez un sujet qui n'oublie jamais quoi que ce soit. Alors, un Asperger, pas un psychotique. Ah, vous allez voir pourquoi ce n'est pas un psychotique. Je vais un peu plus en avant. Là, je vous pose la question. Là, je ne sais pas. Je dis que chez l'Asperger, il n'y a pas d'amour de transfert, mais s'il n'y a pas d'amour de transfert, il y a quand même des liens qui s'établissent. Quelle pourrait être, deuxième question, quelle pourrait être alors la direction de la cure pour ces sujets? Serait-elle de le faire aimer comme les névrosés? Non, pas du tout. Alors, qu'en pensez-vous? C'est pas ça. C'est quoi? C'est quoi la direction de la cure d'un Asperger qui, lui, n'est pas dans le transfert avec son analyse dans le sens, disons, lacanien du terme. Il y a aussi, là, pour les Asperger, pour la direction de la cure maintenant pour les enfants hors langage. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants hors langage? Il faut, la direction en est plutôt celle de le mener à faire le nouage corps-langage, ce qui se fait par l'introduction de la circulation pulsionnelle. Ça, j'en ai déjà parlé, pour que les chemins vers la parole puissent être repris. C'est arrêté, il faut qu'ils reprennent le chemin vers la parole, à partir du circuit pulsionnel. En d'autres termes, si dans l'analyse classique, l'opération, là, faites attention, ça c'est un problème très sérieux, parce que là, c'est un enfant qu'on doit amener vers le plaisir partagé. Normalement, l'analyse classique, c'est de faire de façon à ce qu'on part du symbolique vers le réel, mais dans l'analyse de ces enfants, des autistes, l'opération est de permettre l'installation du symbolique. Alors, on part du réel vers le symbolique. Alors, si c'est ça, si c'est le faire reprendre le pulsionnel, est-ce, en d'autres termes, le pousser dans la mesure du possible
vers ce que le névrosé appelle amour, une démarche qui est alors à l'inverse de ce que propose la cure analytique classique. Vous voyez, là, deuxième question, parce que, n'est-ce pas? C'est un amour de type autre secourable. Moi, je dois le faire nouer corps-langage. Je dois le faire saisir le plaisir partagé, le pulsionnel. Ça veut dire alors que je veux qu'il aime. C'est à l'inverse de ce que fait la cure analytique. Bon, je crois, puisque j'ai encore la troisième question, je vais partir tout de suite vers la troisième question. Il y a des choses encore que je pourrais dire. Moi, je voulais même parler un peu du film que nous avons vu, mais je vais laisser ça de côté. Je vais vers la troisième question, un autre type de lien social. Alors, la dissociation amour et sexualité a été déjà indiquée par Freud quand il parle de la dégradation de l'objet amoureux. Mais si la modernité profite de cette dissociation justement pour que le sujet moderne puisse jouir sans aimer, l'Asperger, lui, veut aimer sans jouir. Pourquoi? Puisque la jouissance n'est pas à sa portée. Alors lui, ça a été un peu à partir de la discussion du dernier séminaire. Pensez à ça. Si le sujet moderne veut jouir sans aimer, l'Asperger, lui, veut aimer sans jouir, puisque la jouissance n'est pas à sa portée. Alors, Donna Williams, par exemple, elle ne permet que personne la touche. Et elle l'affirme dans tout son livre. Tout contact physique m'était pénible et m'effrayait. Le contact physique m'est toujours insupportable. Si on me touche, je n'existe pas. C'est d'ailleurs le titre de l'édition de son livre en français. Elle justifie ce dégoût par le fait qu'elle fait une disjonction entre ses émotions et son intelligence. C'est sa façon de dire. Elle dit, je n'arrive pas à mettre ensemble émotion et intelligence. Et nous, on peut dire que cela revient au manque de nouage corps-langage. Alors, qu'il souhaite aimer sans jouir, voilà un différentiel par rapport au psychotique. Oui, je m'entends parler. Bon, pour les deux, le corps est dénoué du symbolique, l'Asperger et le psychotique. Il n'y a pas de nouage, corps et symbolique. Soit parce que l'imaginaire ne consiste pas pour l'autiste, il n'y a pas d'imaginaire pour faire le nouage, soit parce que chez le psychotique, c'est le symbolique qui n'opère pas. Mais pour les deux, il y a un dénouage, n'est-ce pas? Le corps est dénoué du symbolique, pour les deux. Mais il y a une différence. Le psychotique peut dégrader, il peut réduire le corps de la femme ou de l'homme, pas comme le névrosé, dont la dégradation est morale ou symbolique. La dégradation en jeu chez le psychotique est réelle. Le corps de son partenaire est réel. Il peut être vécu, par exemple, comme un sac de fluide et pas plus que ça. Et il dit, quand je donne un baiser, je ne vois que de la salive. Le corps de l'aimé est un sac de fluide. C'est une dégradation du corps. Ça lui donne un grand dégoût et une impossibilité d'en jouir. C'est impossible, c'est pas possible. Mais, et alors, il y a un signifiant merveilleux d'un patient qui dit, c'est répulsant. Il voulait dire répulsif, c'est le même mot en portugais. Mais là, quand il dit répulsant, il dit qu'il y a la répulsion et c'est pulsant, c'est de la pulsion. Ça veut dire, dans cette condensation, on peut entendre le dégoût répulsif et la pulsion pulsant. Alors la jouissance est à la portée du psychotique.
puisqu'il a un corps érogénéisé, mais il ne peut pas en jouir dû aux failles dans le symbolique qui le marque. Mais donc les aspergeurs, c'est différent. Ils n'aiment pas à partir de ou supportés par leurs fantasmes, comme les névrosés et les psychotiques. Robert a posé cette question lors de son séminaire en disant que finalement, on retrouve chez, alors je cite, on retrouve chez les patients actuellement toutes les difficultés inhérentes à l'amour et bien entendu aux fantasmes qui le supportent. S'il se disait, est-ce qu'on peut avoir un type d'amour qui ne soit pas supporté par un fantasme? Et il a répondu en disant qu'on retrouve. Mais voilà ce que l'on ne retrouve pas chez nos patients Asperger. Il peut donc y avoir d'amour qui ne soit pas supporté par un fantasme, n'est-ce pas? Parce que je crois que j'ai pas expliqué ça. Je crois qu'il y a là j'ai dit que pour la jouissance n'est pas à sa portée. C'est oui, je crois que j'ai pas trop expliqué ça, mais je crois que c'est complètement différent du psychotique. Bon, oui, je n'ai pas expliqué ça. Alors, est-ce que on peut dire qu'il y aurait alors un amour vide de fantasmes, vide de jouissance? Ça, c'est la troisième question pour les participants. Alors, j'ai encore un dernier mot pour penser l'amour de transfert en ce qui concerne les psychoses infantiles. Ça, je crois que c'est aussi une distinction qu'il faut qu'on fasse. Pouvons-nous imaginer qu'il y ait supposition de savoir pour un enfant psychotique? Est-ce qu'il peut aimer son analyste parce qu'il a un savoir sur cet objet qui lui manque? Je ne crois pas que ce soit la dynamique de l'amour chez l'enfant psychotique. Il ne peut pas aimer son objet dû à la dimension persécutrice dont cet objet est marqué. Comment aimer son envahisseur, celui que l'enfant prend pour un monstre dévorateur? Mais l'important pour notre discussion, c'est que même si ce transfert est particulier et exige de l'analyste un soin et une délicatesse particulière, pour ne pas mettre en danger la cure par un transfert pareil, nous avons chez le psychotique le fonctionnement du signifiant, même si ce n'en est qu'un, comme c'est le cas pour Robert, le patient de Rosine Lefort. C'est le loup. C'était le seul signifiant à partir duquel la cure a commencé. Il y a du signifiant, même si le signifiant loup dépasse la dimension phobique et devient une figure qui saute du papier où il l'a dessiné, un objet qui devient donc réel. C'est un patient qui a dessiné un loup, ce n'est pas celui de Rosine, et qui a dessiné un loup et tout d'un coup, le loup a sauté du papier. N'est-ce pas? Alors, ce n'est plus la dimension phobie. Et s'il y a du signifiant, même si c'est un signifiant comme ça, même s'il y a du signifiant, alors tous les éléments d'une cure psychanalytique classique peuvent être mis en place. Ah, je viens de voir une contradiction de ce que j'ai dit moi-même. Vous voyez, c'est bien de parler aux autres, on s'entend. Mais je dis là, et s'il y a du signifiant, tous les éléments d'une cure psychanalytique classique peuvent être mis en place, y inclut la supposition de savoir. L'enfant psychotique a fait l'expérience de l'amour par le moyen du stade du miroir. Mais c'est plutôt l'excès d'amour qui est à l'origine de son angoisse, dans la mesure où il n'est pas, où l'enfant n'est pas marqué par la fonction séparatrice des noms du père. Ah, encore 2 minutes. Là, vous pourriez me dire, parce que là, vous voyez, je travaille avec la distinction autisme-psychose. Là, je travaille là-dessus et je vois qu'il y en a
il y a des psychanalystes français qui ne travaillent pas avec cette distinction. Alors, je vais faire comme ça. J'écris là. Là, vous pourriez me dire, mais l'autre de l'autiste est également persécuteur. Et il y a des moments, c'est vrai, il est persécuteur. Donna Williams fuyait tout le temps de tous les autres autour d'elle, et les autres, lui imposaient une terreur insupportable. Alors, cette remarque, supposée venir de vous, me jette alors dans le terrain du différentiel autisme-psychose infantile. Alors, je fais une fois de plus appel à mes interlocuteurs brésiliens avec qui je fais des échanges importants au sujet des différences autisme-psychose. Bernardino souligne ces différences en montrant que, je crois qu'il y a là, non, des différences. Du point de vue de la fonction du jeu, l'autiste ne présente pas le fait semblant, pas de scénario. Le psychotique, lui, met des personnages dans ses histoires, même s'il ne parle pas. Du point de vue de l'image du corps, pas de représentation de l'image du corps chez l'autiste. Pour le psychotique, nous y trouvons une image issue du stade du miroir, mais il s'agit d'une image accrochée, aliénée à l'autre. Son miroir le met en position d'objet pour l'autre. Non, là, ça c'est pas. Du point de vue, non, je vais directement au transfert. Non. Son miroir le met en position d'objet pour l'autre. Il y a là une fragmentation de l'image qui est difficile à vivre, étant donné qu'elle est capturée par le regard de l'autre, qui ne fonctionne pas comme une unification narcissique, mais comme une capture objectale. Où est le transfert? Ah, voilà. Du point de vue de l'image du corps, l'autiste est indifférent à son image dans le miroir, tandis que le psychotique, lui, ne peut pas du tout se regarder dans le miroir, ce qui provoque comme conséquence, dans le transfert, l'indifférence envers l'autre, qui en est la marque, la plupart des cas d'autisme, et l'évitement, qui est la marque du psychotique. Dans le transfert, alors, pour l'autisme, il y a l'indifférence la plupart du temps, et pour le psychotique, l'évitement qui est la marque du psychotique. Mais de toute façon, on peut repérer du transfert, même s'il faut qu'on fasse les manœuvres de transfert dont Lacan parle à propos de la direction de la cure et des manœuvres qui sont préalables, tout ça, mais il y a du signifiant. Alors, ça ne pose pas exactement un problème comme celui qui se pose quand il s'agit d'autisme. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. Ce sont des remarques d'un work in progress. Et je compte sur vous pour pouvoir en faire la suite. Merci. Voilà, c'est fini. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour déjà la richesse de ce que tu nous as apporté ce soir et de cet éclairage vraiment extrêmement fin et circonstancié, de l'éclairage que tu apportes à une autre forme de transfert, parce qu'au fond, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit en préambule, à savoir que le, le, que tu utilises finalement tous ces éclairages sur l'autisme et les psychoses infantiles pour essayer de repenser la question même du transfert en général. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça répond à un certain nombre de questions qu'on avait pu déjà poser au cours de cette année, à savoir notamment, et je trouve la question principale, c'est est-ce qu'il peut y avoir du transfert sans fantasme? Ça, je crois que c'est un point quand même assez fondamental et j'ai trouvé que tu nous as extrêmement bien éclairé sur ce point.
Mais alors, du coup, je ne vais pas reprendre tous les éléments extrêmement précis et circonstanciés que tu as apportés sur la différence entre psychose infantile, Asperger et aussi autisme sans langage finalement, hein, puisque ce sont des Oui, différenciations effectivement très importantes. en Euh, langage, oui. voilà. Mais moi, ça m'a amené finalement à une question que je voudrais te poser et qui est la suivante. Au fond, après avoir reconstruit une dynamique de transfert, mais qui ne serait pas du transfert au fond au sens freudien ou lacanien, puisque finalement, Oui, ce sont des transferts qui sont, enfin, ce sont des définitions du transfert qui sont liées aux questions névrotiques. C'est aussi ça, c'est-à-dire oui, que c'est ça. aussi Oui, bien Freud que Lacan, à sa façon, euh, suppose, c'est le cas de le dire, une construction transférentielle avec des éléments de la psychopathologie, de la névrose ou des névroses finalement, hein. Voilà. voilà, Mais c'est ça. c'est vrai que le champ transférentiel des psychoses n'est pas ou très peu abordé, bon, par Freud déjà. Euh, Oui, Lacan va essayer d'éclairer à certains moments ces questions-là, mais sans l'aborder vraiment de front, puisque ça ne va pas l'amener à changer sa définition de l'analyste comme sujet supposé savoir. Bon. Toi, tu reprends tous ces éléments-là pour montrer combien on peut concevoir un certain type de transfert autrement, c'est-à-dire dans un champ qui ne soit pas celui des névroses. Voilà. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement précieux d'abord et extrêmement passionnant. Alors, ça m'amène à te poser la question suivante. Au fond, il n'y a que cette question que je voudrais te poser pour engager peut-être le débat, parce que sinon, il faudra reprendre terme à terme tout ce que tu as apporté d'extrêmement important et on ne va pas le faire. Mais pour moi, ça a éclairé cette idée que, au fond, ce type de transfert, est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'appeler plutôt, quand je dis transfert, c'est celui que tu construis, que tu nous amènes concernant le travail avec les autistes, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de transposition? mhm, Voilà. oui, C'est-à-dire que tout oui, ce que tu apportes à propos de l'appui sur le Nebenmensch, n'est-ce pas, me fait penser qu'il ne s'agit pas d'un transfert, mais d'une transposition. Et que c'est ça, au fond, qui est le point d'appui de l'enfant autiste dans une cure possible, avec l'analyste en place de transposition de cet autre secourable, finalement. mhm. Et Voilà. tu dis que c'est transposition parce que c'est actuel, n'est-ce pas? Il est encore en Voilà, proie à voilà, cet autre voilà, secourable. voilà, Oui, c'est comme pour le rêve aussi, la exactement, transposition du rêve voilà, diurne, voilà, mais Fred parle de transfert. Et le mot transposition, je ne suis pas sûre là. Il y a un problème de traduction aussi au niveau de la lettre 52. Euh, il y a, oui, là, quand Freud parle de retrans, retranscription d'une couche à l'autre, n'est-ce pas? C'est que les choses qui sont inscrites dans le premier registre doivent être retranscrites au deuxième registre, comme au bloc magique. Et là, j'ai vu, parce que je lisais ça dans une traduction argentine, il y a une note qui dit que peut-être ce serait pas, Freud ne parlait pas de retranscription, c'était pas ça le nom, c'était plutôt transposition. Exactement.
parce que c'est pas encore, ce serait, je sais pas, il y a transposition. Alors, c'est transposition d'une couche à l'autre. Alors là, eh bien, on pourrait parler, ce serait plus précis, mais du point de vue de la clinique, on ne gagnerait pas trop. On gagne si on conserve le mot transfert tel que Freud l'a utilisé à l'interprétation des rêves, parce que là, il a parlé de transfert, n'est-ce pas? Dans un sens plutôt, disons, commun. Mais si on parle du transfert, alors là, je vais travailler, euh, appuyer sur quelque chose qui est très important pour un analyste, c'est le transfert. Même si c'est actuel, c'est quand j'ai pu repérer que le geste de l'autiste venait d'une certaine façon d'un trait, d'une trace, d'un vécu avec la mère, j'ai pu travailler, construire des tas de choses. Parce que c'était pour moi du transfert. Alors voilà, c'est comme ça que c'est à ça que je pense quand tu poses cette question. Mais peut-être que vous pourriez en ajouter, ajouter d'autres éléments. Mais c'est ce à quoi j'ai pensé. Les transpositions. Bon, bah, Alors, il écoute, y a quelqu'un qui a écrit oui, le terme Asperger. Bonsoir à tous, c'est Marie. Le terme Asperger, pour ne pas faire hommage à quelqu'un qui a collaboré avec le nazisme. Je vais tout de suite parler de ça et après, je peux. bien sûr. Alors, on garde les trouvailles et évolution théorico-clinique, mais pas le nom Asperger. Bon, ça, je sais, c'est qu'on s'est habitué au nom Asperger, et puis il y a eu tout ce scandale, et Monsieur Asperger est quelqu'un d'innommable. D'accord. Mais on sait que les noms se détachent de la chose, n'est-ce pas? Alors là, quand je parle d'Asperger, je ne pense plus au monsieur, n'est-ce pas? Quand vous dites Christina pour moi, est-ce que vous pensez au Christ? Non, là j'exagère, je sais, je sais. Mais c'est ça de toute façon, n'est-ce pas? Mon nom vient du Christ, mais je n'ai rien à voir avec lui. Alors, c'est un nom que je crois s'est déjà détaché de son origine. Je crois. Ou peut-être comme acte politique, ne pas le nommer pour ne pas donner de la force au monsieur Asperger. Ça, je suis d'accord. Mais c'est difficile. Donnez-moi un autre nom pour ce sujet. C'est sérieux, ça. C'est un nouveau sujet. Et on le reçoit dans nos cabinets. C'est pas un psychotique, c'est pas un névrosé, c'est autre chose. C'est un autiste qui a évolué, qui a trouvé une nouvelle position subjective. Mais je ne peux pas dire qu'il est autiste. Ah oui, mais c'est le nom, c'est pour l'acte politique en fait, Christina. Et oui, en fait, oui, je pense mais que alors moi, dis-moi un autre, donne-moi un autre nom. je peux pas te donner un nom, mais je pense que toi, comme une grande théoricienne du thème, tu peux pas quand même l'inventer avec tout le développement de la clinique. Mais aidez-moi, aidez-moi, tout le monde qui est là. Beaucoup de l'imagination d'études. Je pense que tu l'as bien. Peut-être un jour, tu vas trouver une autre façon de nommer. Je pense que même dans la psychanalyse, nous avons du mal à transposer, peut-être à dépasser les nomenclatures liées au nom du père. C'est difficile aussi. Ce sont des questions qui marquent oui, oui, un langage ancien. Oui, tout à fait. Dépasser l'analyse, il faut la réinventer. Mais je voudrais juste dire que j'ai trouvé hyper fin, hyper intéressant le développement que tu as fait à propos du terme de Nebemensch, qui est un terme pas trop osé aujourd'hui et tellement important. Bon, et donc je voudrais juste faire cette petite provocation parce que je pense que tu as bien des conditions de
de trouver des nouveaux concepts et sans perdre tout ce qui veut dire cette différenciation psychose, Asperger et autisme. Donc, merci Christine. Merci à toi. Alors, il y a Alors, Vera Oui. Essay qui voudrait poser une question. Vera, tu es là? Oui, oui, Christina. Ah Bonjour. Voilà, c'est moi. Donc, non, c'est parce que tu parles du transfert qui est à la base de notre expérience. Et je vais te poser une question toute bête d'une personne qui n'a pas l'expérience. J'ai l'expérience des psychotiques, mais pas d'autistes, en fait. Et je te demande s'il n'y a pas les transferts de l'autre, qui pour nous est l'autre de l'enfant, pas pour l'enfant, mais donc les pères, la mère, la famille, l'institution, j'en sais rien, de l'autre qui amène l'enfant et que te demande, parce qu'il faut une demande pour un traitement, qui te demande d'accompagner l'enfant, de t'occuper de l'enfant, de les traiter. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est la base pour tout, en fait, pour les traitements d'un autiste qui lui-même ne demande rien. Enfin, comme je comprends. Oui. Est-ce que, je sais pas. Oui, tu as raison, bien sûr. Il y a le transfert des parents, mais ça joue un rôle très important quand il s'agit d'un enfant névrosé. Oui, il sait, n'est-ce pas? Mais pour l'autiste, ça ne change pas beaucoup de choses, malheureusement. Je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout le même registre, justement. Oui. Non, c'est pas les mêmes registres, c'est évident, mais c'est que tu dis que ça n'a pas d'importance. C'est pas. Oui, ça joue pas un rôle finalement. Ça joue un rôle du point de vue de la possibilité de mener une cure, parce qu'il faut que les parents viennent et emmènent, je ne sais jamais, emmènent, oui, leur enfant. Ça, là, ça joue un rôle important. Et là, c'est vraiment, on devrait parler de ça aussi. Moi, je devrais parler de ça, du transfert des parents. C'est très important au niveau du déroulement de la cure, n'est-ce pas? Très important, mais pas pour l'enfant. L'enfant, il n'y est pour rien. En ce qui concerne, disons, l'amour des parents, ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Non, mais je ne parle pas de ça. Justement, j'ai parlé de la cure. C'est parce que comme c'est très difficile de saisir, c'est qui maintient. Parce que qu'est-ce que tu appelles amour, en fait? Oui, voilà. C'est ça le problème. Quand Lacan dit supposition de savoir, il dit quand on aime, on suppose un savoir. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de supposition de savoir, et c'est même dangereux quand ça arrive dans la cure des psychotiques. Mais dans la cure des autistes, j'ai compris que qu'il faut alors, c'est qu'il faut élargir le concept d'amour. C'est voilà. Ça. Est-ce que je peux dire? Oui, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. Vera, Attends, juste une seconde. Qu'est-ce que tu peux appeler amour? Elle l'a dit. Non, mais tu vas-y, Robert. Oui. Non, vas-y, Robert. Alors, je veux voir comment il m'a entendu. Ce que j'ai trouvé justement... Elle a parlé des transpositions, ok. Non, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. Oui, c'est Robert. Mais ce que a dit, je trouve d'extrêmement intéressant et de novateur, justement, Christina, parce qu'elle a étendu ce concept d'amour à quelque chose qui est pour ces enfants-là sans fantasme et sans jouissance. Voilà. Oui, elle a parlé des signes, elle a parlé de l'autre, ça, c'est une grande nouveauté de pouvoir concevoir un amour sans fantasme et sans jouissance, puisque c'est quand même à contrario exactement de la définition
qu'on a eu jusqu'à présent de l'amour, qui est Oui, mais c'est justement… nous. Voilà. Non, pardon, Robert, mais ça, c'est nous qui appelons amour, en fait. C'est la psychanalyse, oui. Oui, l'agalma et tout ça, et la Voilà. supposition. C'est Mais il n'y pour a pas nous. d'agalma du tout. Voilà, c'est ce que dit Christina. Elle Oui, suppose un amour qui soit Oui. sans agalma, sans fantasme et sans jouissance. C'est ce que je trouve Voilà. extrêmement intéressant dans ce qu'elle nous a apporté. Mhm. Justement. Voilà, avec toutes les raisons pour pouvoir justifier de ce nouveau concept d'amour ou de cette nouvelle définition de l'amour en fonction des éléments qu'elle a donnés concernant la structure de l'autisme et dans ses différentes formes d'ailleurs. Hein, voilà. Je suis d'accord, Robert. Je suis d'accord. Je voulais juste mettre en valeur, justement, cette proposition de Christine, Voilà. en fait, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît et qu'on dit sur l'amour pour les névrosés, même pour les psychotiques, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Même Hein? Oui. Donc, c'est formidable. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous de m'écouter. Alors, est-ce qu'il y a plein d'autres questions? Moi, je voudrais dire quelque chose. Oui, vas-y, Françoise. Oui, moi, je voulais dire que j'ai beaucoup travaillé avec les petits autistes très jeunes et j'ai remarqué que qu'on pouvait, en travaillant avec les parents, on pouvait permettre aux parents qui étaient face à ces petits enfants comme un poisson avec une pomme ou une poule avec un couteau, on pouvait leur permettre de tout d'un coup de se remettre en lien avec leur enfant et d'aimer leur enfant. Alors, je pense que ça doit les aider. Bien sûr, ils seront toujours autistes, mais je me demande si ça ne les aidait pas à devenir Asperger. Premier point. Et deuxième question, j'ai reçu récemment un grand autiste, plutôt Asperger, ado, avec ses parents. Son père qui avait une situation assez élevée et qui avait un certain, comment dire, c'était pas du mépris, mais il était tellement déconcerté par cet enfant qu'il le prenait avec une certaine ironie. Et grâce au travail fait avec le père, il a retrouvé lui aussi de l'amour pour son fils. Et son fils s'est mis à devenir peut-être pas plus en lien, enfin quelque chose mais il est toujours autiste, mais peut-être plus serein, plus tranquille. Voilà, moi je le vois comme ça, le travail avec les parents. Oui. Autistes. Je ne sais pas ce que ça change du côté des enfants par rapport à ce que tu disais du fantasme et de la possibilité. Bon, ça ne doit pas changer. Mais du coup, l'enfant, ça permettait à l'enfant d'être dans un lien. Il rejetait sa mère, par exemple. Et ben, je pense à un tout petit d'1 an et demi qui avait été, je me souviens, il rejetait sa mère et du coup, il y a eu du lien qui s'est construit entre sa mère et lui. Mais il est toujours autiste, mais il sera peut-être, il est devenu Asperger au lieu de rester complètement. Oui, ce qui veut dire que tu réponds à la question que je vous ai posée, c'est que alors, du point de vue de la direction de la cure, on pourrait amener les parents et les personnes à rentrer dans cet autre type d'amour et pas de mettre les enfants dans le chemin de l'amour du névrosé. Alors là, il aime, le père, il va aimer à partir de sa position de névrosé. Mais il sera obligé de refaire sa position et de relire l'amour que lui dirige son enfant. Il y a toute une histoire là pour travailler. Oui, ça ce sera différent, hein, parce que justement, il y a un problème parce que le père veut que l'enfant l'aime comme il aime, comme lui, le père. Oui, et l'enfant, il aime d'une autre façon. Alors, cette autre façon qui doit être vue, lue et
transmise de façon à ce que le père accepte et puisse être en contact avec cet enfant à partir de la façon dont son enfant l'aime, par exemple. Je ne sais pas, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Mais là, je vais retravailler ça. Oui. Oui. Oui, Raju? Dire quelque chose. Alors, à propos de changer le terme d'autisme d'Asperger ou d'Asperger, alors, en effet, on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça le fait qu'Asperger était un médecin nazi qui participait à faire le tri des fous, des débiles, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pas le droit d'exister et qu'il fallait exterminer, donc pas être, qui n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Alors, faut-il pour autant effacer le nom d'Asperger? Bon, on peut se dire quand même qu'il y a quelque chose de ce nom, et bon, et puis c'est un nom qui est devenu très à la mode ces dernières années quand même. Mais quand on voit par exemple comment aujourd'hui certains passent des heures et des heures à faire passer des tests à repérer comme ça dans des évaluations comment dire, non pas un enfant d'ailleurs, hein, mais quelqu'un sur lequel poser un diagnostic, voilà, ou par exemple la manière dont tu nous parles, toi Christina, du travail que tu mènes avec ces personnes autistes, c'est-à-dire, par exemple, comment la question du nouage du corps et du langage, comment quelque chose peut-être peut advenir du côté d'un accès à une parole, à quelques signifiants, à ce qu'ils puissent rêver de leur analyse ou dormir avec sa photo. Enfin, bon, on voit bien que c'est un autre rapport, évidemment, que celui qu'Asperger avait dans les camps, et je dirais même peut-être un autre rapport que ce mouvement de classification nosologique aujourd'hui a vis-à-vis de ces personnes. Voilà, donc il y a en effet quelque chose qui fait froid dans le dos quand on sait qui était Asperger. Qui fait peur, qui rappelle, quand on parle d'Asperger, toute cette histoire. Hein, qui fait quoi dans le dos? Et je pense que c'est pas mal de l'avoir à l'esprit aussi quand il s'agit de considérer ces personnes. Voilà. Qu'il y a la question de leur humanité qui se pose toujours. Eh bien, c'est pas plus mal de ne pas... effacer ça pour leur trouver je ne sais quel joli mot, pour participer alors là à un autre mouvement qui serait une espèce d'idéalisation de ce que serait que l'autisme, quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas, voilà. Je sais pas si ce serait forcément quelque chose de plus intelligent, de plus intéressant que d'effacer cette dimension de l'histoire qui passe par le nom pour en trouver un autre qui soit, je sais pas, plus idéalisé. Voilà, Christina, bah oui, il y a Christ dedans. Je ne sais pas comment les parents ont choisi ce prénom, mais bien sûr qu'il y a une marque de cette affaire-là, même si toi, Christ, tu t'en fiches, je ne sais pas. Mais voilà, nécessairement. Et Raju aussi, le Sundaramurti aussi, voilà. On ne peut pas effacer ces affaires de nom comme cela. Tu as raison. La deuxième chose, c'est à propos du transfert. Alors en effet, je pense que peut-être tout dépend de comment on considère la question du transfert. Alors le transfert dans sa dimension imaginaire, le transfert dans sa dimension symbolique, ou la question du transfert dans sa dimension réelle. C'est-à-dire que quand tu as commencé ton exposé, Christina, en parlant du vide, hein, pour le clinicien, pour toute personne qui est en contact avec un autiste, d'éprouver quelque chose de ce vide, ou de se sentir même annihilé, ou pas là, ou traversé par un regard.
Voilà. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'un réel auquel a affaire l'autisme Oui, ou l'autiste oui, oui, oui. qui passe aussi dans ce qui peut se passer, par exemple, quand un analyste rencontre un enfant autiste. Voilà. Est-ce que quand même, il n'y a pas là, non pas du transfert en tant que répétition, mais du transfert en tant qu'actuation, d'un réel, Actuation. hein, tu vois? Actuation Voilà, un réel en acte, enfin. du réel en acte. Mais, Oui, mais réel quand en acte. même, la question du diagnostic, par exemple, on peut faire passer des items et des items. Il y a quelque chose qui ne trompe pas dans la question du diagnostic quand on rencontre une personne autiste, c'est ce qui se passe précisément dans le transfert, c'est-à-dire dans cet éprouvé de ce réel qui est nécessairement rencontré. Voilà, pour quelqu'un qui y est un tant soit peu attendu. Voilà, il n'y a pas besoin d'heures et d'heures de passation de tests. Voilà. Ça, c'était pour la question du transfert. Et enfin, pour terminer, c'est pour faire un lien avec le thème de l'année dernière sur la haine. Alors, envie de te poser la question, alors est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on pourrait dire que, est-ce qu'on peut parler de haine dans l'autisme? On peut parler de haine dans la psychose. Voilà, c'est une question que tu poses par rapport à l'amour qui pourrait peut-être se poser aussi à ce propos. Alors, il se trouve que l'année dernière, je l'ai abordé un tout petit peu parce que je n'ai pas justement, je n'avais pas tout ce travail-là que tu fais de clinique hein, et de théorisation et de lecture et d'échange avec tous tes collègues. Mais en effet, si les Lefort, par exemple, dans leur bouquin sur la distinction de l'autisme, insistent sur le fait que dans l'autisme, précisément, il n'y a pas d'autre, de grand autre. Et toi, Christina, je t'ai entendu plusieurs fois dire qu'il n'y a pas non plus de petit autre au sens d'autre imaginaire. C'est-à-dire que dans l'autisme, il y a aussi quelque chose du côté de l'imaginaire qui ne fonctionne pas, qui n'opère pas du côté des petits autres, et ni du côté du grand autre, comme Trésor des signifiants, par exemple. Alors, du coup, l'hypothèse que j'avançais l'année dernière, c'est-à-dire que l'agressivité s'adresse à des petits autres imaginaires. Répète, ça a coupé. Alors, l'hypothèse que tu as posée la dernière année, c'est que si l'agressivité s'adresse à des petits autres imaginaires, des semblables, la haine, elle, s'adresserait à un grand autre, un grand autre essentialisé. Et donc, je considère, ça coupe. Je considérais que peut-être dans l'autisme, vous m'entendez pas non plus les autres? Si, très bien, très bien. Alors, donc, la haine au grand autre. Je ne vais pas développer davantage, mais simplement pour dire que si en effet, comme ce que tu dis là, par rapport à l'amour, il n'y a pas de grand autre hein, dans l'autisme, est-ce qu'on peut parler de haine si en effet la haine s'adresse à ce grand autre? Voilà. Est-ce qu'on peut parler de haine dans l'autisme? Voilà. Alors, je te réponds ou on attend. Bon, non, je crois que je peux. Oui, tu as complètement raison quand tu parles qu'il ne faut pas effacer. Oui, il faut pas effacer le Christ non plus. Tu as raison. Mais de toute façon, toutes ces histoires de noms, c'est pas facile du tout parce qu'on a affaire à d'autres structures. On travaille là-dessus. L'autisme, c'est une quatrième structure. Alors, il faut être capable de bien nommer, de montrer. Parce que là, Freud, névrose. Lacan, psychose. Alors, qui va nous aider à travailler avec l'autisme? Il faut remanier des choses dans la théorie. C'est ça le problème. Alors là, autisme, mais dans l'autisme, des catégories, est-ce qu'il faut qu'on travaille avec ces catégories? Mais si, parce que en clinique, c'est différent. Si je reçois un psychotique, j'ai reçu un psychotique qui avait un diagnostic d'Asperger.
et ce n'était pas un Asperger. Par contre, l'autre qui est venu était un Asperger. C'est complètement différent. Alors, et alors, il s'agit d'une cure sans fantasme et sans... enfin, c'est pas facile. Alors, ça pour les noms. Il faut continuer à penser à ça. Alors, pour la haine, je dirais que c'est plutôt, la plupart du temps, il y a des moments où ça se coupe, mais ce qu'on trouve chez l'autiste, c'est l'indifférence. Ni l'amour, ni la haine. Ben oui. Mais quand il y a quelque chose de ce genre, c'est plutôt l'agressivité envers les petits autres qui peuvent surgir devant lui en tant que des personnes qui ne le laissent pas en paix, qui sont des gens qui coupent sa façon d'être, qui est être avec lui. Que ça. Alors là, c'est plutôt ça que je pense, mais je trouve pas, je ne dirais pas qu'il y aurait de la haine. Pour qu'il y ait de la haine, il faut toute une structure, tout ce que vous avez discuté l'année dernière. Et cette structure, on ne la trouve pas chez l'autiste. Et pour le transfert de l'analyste, c'est absolument vrai. C'est du transfert. C'est un vécu dans le transfert difficile et c'est du réel. Et voilà pourquoi on dit que la clinique de l'autisme nous aide à travailler dans la clinique du réel. N'est-ce pas? C'est une expérience importante pour un psychanalyste. Mais justement, on continue là-dessus, on doit supporter, on supporte ce réel. Et si on pense que l'enfant va venir, on fait un pari là-dessus, alors il y a quelque chose qui commence, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est du réel. C'est du réel en acte. J'ai bien aimé cette formulation. C'est absolument. Il faut commencer par là. Il faut commencer à parler de ça. Et puis, il faut construire ça. C'est tout à fait vrai. Bon, même il y a d'autres qui voulaient même intervenir dans cette discussion que nous venons de faire, Raju et moi. Jean-Jacques? Oui. Je peux faire part de quelques associations qui me sont venues sur le thème du transfert et de l'autisme. Ça me rappelle simplement une expérience il y a très longtemps. On avait lu en synthèse un article de Geneviève Hack. Geneviève Hack qui avait écrit sur l'autisme. Je ne sais pas si Tina est au courant des écrits de Geneviève Hack, mais c'était très intéressant parce que elle parlait de l'autisme comme une chose qu'elle pouvait éprouver éventuellement elle-même en tant qu'analyste. Ces moments de contention, on se laisse aller à ce genre. On n'entend pas bien, Jean-Jacques, ça coupe. Ça coupe. Ah, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a de l'orage sur Paris et que. Ah bon, il y a si je peux continuer. Oui, vas-y. Oui. Donc, je parle de Geneviève Hack, donc, et de mon transfert, moi, sur les autistes ensuite, à partir d'un article où il y avait un dessin qui représentait deux personnages en train de danser, très schématique. Vous entendez? Oui. Et après ça, je suis allé à Bourg et j'ai trouvé dans une exposition qui se tenait là, de Paul Klee, un dessin
ressemblait étonnamment à celui que j'avais vu dans l'article de Geneviève Hague. Et donc, j'ai posé la question, et après, j'ai travaillé là-dessus un peu, des dons artistiques chez les autistes. Et je voudrais savoir si Christina peut faire quelque chose, si c'est quelque chose qu'elle a rencontré dans sa pratique. Je ne sais pas si je me suis fait entendre. C'est bizarre, mais comme processus. Je ne sais pas si j'ai La bien télé. entendu. Il y a eu des failles. Est-ce que vous parlez des dessins où il y avait des gens qui dansaient et aussi, est-ce que j'ai bien entendu, qui faisaient l'amour? Non, c'est pas ça? Non, non, non. Oui. Non? Non, non, je parlais de transfert, hein, moi, sur l'autisme. Alors, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Non, parce que Non, bon, c'est pas ça, Jean-Jacques, c'est qu'il y a un problème de connexion et du coup, ta voix était coupée, on n'a pas bien, ouais, d'accord, oui. n'a pas bien Mais entendu. Peut-être que tu peux essayer de reposer la question, la dernière question à propos de la création artistique, c'est ça que tu demandais? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ben, tu peux le répéter, peut-être que tu te rends compte. Simplement la création artistique chez l'autiste. Voilà, voilà. Tu as entendu, Christina? Oui, oui, oui. Il y a même des bouquins qui parlent de ça, qui nous montrent. C'est vraiment étonnant. Et je dirais pas. Bon, il y a deux types de construction créative, de créativité artistique. Il y en a une qui est plutôt une répétition. Alors là, par exemple, il y a l'enfant de Sachs, Oliver Sachs, qui est capable, il est allé à Paris, c'était un Américain, il est allé à Paris, il avait 13 ans, il a dessiné dessiné Notre-Dame avec une richesse, en détail, c'était très très bien. Mais c'était quelqu'un qui était capable justement de s'accrocher aux signes perceptifs, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on trouve des autistes qui sont capables de faire des choses merveilleuses. Là, j'ai même écrit un bouquin. Il s'agit d'un autiste qui n'est pas encore publié grâce à la pandémie. C'était un autiste c'est un roman qui a vécu au 19e siècle. Et là, je l'ai fait écrire. Et il écrit à la fin et il parle de beauté. Parce que j'ai vu des autistes qui sont capables de parler de beauté. Et là, je me sens un peu déroutée. J'ai même mis là dans mon bouquin, il a dit, je peux comprendre la beauté. Ce qu'il a lu. Alors, ces autistes qui sont capables de créer, ils ont beaucoup lu tout ce qu'a produit l'humanité. Non, j'exagère. Tout ce qu'ont produit les grands auteurs. Alors, ils sont capables de reproduire ce qu'ils disent. Mais ils sont capables de faire le saut. Ceux-là, ils sont capables de faire. Et ils font des dessins et des peintures merveilleuses. Comment est-il capable de saisir tout ça sans autre, sans pulsion? Là, je ne sais pas. J'arrête là. J'ai déjà pensé à ça, j'ai oublié. Je vais repenser. Après, je vous réponds. Peut-être que c'est quelque chose qui porterait sur leur rapport à l'image. Il y a tout un courant en art, c'est l'art brut quand même, qui les artistes d'art brut ne sont pas tous autistes, mais enfin quand même une bonne majorité à mon avis, hein,
Et à partir de l'intérêt que Dubuffet avait porté à ces artistes-là, qui souvent étaient inconnus et puis végétaient dans des hôpitaux psychiatriques où ils faisaient des œuvres remarquables quand même. C'est un courant qui a été reconnu par les névrosés. Oui, tu as tout à fait raison. Et il y a même tout un cours. Et la grande discussion, c'est quand il fait son art, soit le psychotique, soit l'autiste, est-ce qu'il veut que son art soit une façon de parler à l'autre? C'est ça? Parce que par exemple, pour Bispo de Rosa, c'est un psychotique très connu au Brésil qui faisait des choses merveilleuses, mais il les faisait au fond de sa cellule et il disait que c'était pour Dieu, mais il ne voulait pas montrer ce qu'il faisait. Alors, c'est un art qui ne faisait pas de lien social. Alors, la grande discussion est, est-ce vraiment de l'art? Est-ce vraiment un art authentique? Et on en parle, on n'arrive à rien. Mais je trouve que tu as raison, Serge, parce que c'est le rapport à l'image. Et on peut alors avoir un rapport à l'image sans que ça soit traversé. Ça doit peut-être aller directement vers l'image sans qu'il y ait de l'autre. Peut-être. Oui, quand je parlais d'image, je pensais plutôt une image sous forme de signe, une image en tant que signe, pas une image qui s'intègre dans un imaginaire, hein, tel qu'on le décrit à partir du miroir, mais une image en tant que signe, comme tu le disais là. Hein. Et bon, il y a des autistes qui ont écrit des Asperger entre guillemets, et qui ont parlé de ça, comment leur lien avec l'autre, avec l'autre du langage, avec les autres du langage, ne pouvait passer que par une image qui était collée à des mots. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des images pour qu'il y ait quelque chose qui de l'ordre d'un signifiant qui se transmette. Voilà. Mais c'est à partir d'un signe. Voilà. Oui. Ah oui. C'est très, très intéressant comme façon d'envisager. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Christine. Seulement une chose, cela veut dire qu'il peut rester dans le registre de l'imaginaire des signes et en faire des merveilles avec ça. Ça veut dire le monde du signe est de toute façon très, très... ça peut grandir, ça peut être très, très riche, même si ce n'est que du signe. Mais bon. Christine, tu serais d'accord donc de penser qu'il n'y a pas de sublimation, il n'y a pas lieu de penser à une sublimation dans ces types d'art, en fait, dans cet art-là? Non, ce n'est pas du tout de la sublimation. Je suis d'accord. Il y a une création, mais pas de sublimation. Oui, parfait. Voilà, mais il y a une création. Oui. Ouais, j'ai entendu ça. Attendez, est-ce que c'est une création ou est-ce que c'est une production? C'est pas la même chose. Hein. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, c'est pas. C'est Christine qui doit savoir. Je pense que c'est une création, parce que c'est une création à partir de ce matériel brut qu'est le signe. Il peut aller très, très loin avec le signe, sans signifiant. C'est ça qui nous bascule, hein. Nous bouscule. Oui, qui nous remoue, ou que nous choque, nous fait surprise. Oui. Alors, nous surprend. C'est ça qui nous surprend. Il peut aller très, très loin. Il fait un type de concept. Sa façon de faire le concept est une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Pour qu'il pense, ça c'est Temple Grandin qui disait, elle dit, pour penser à un chien, au concept chien, je dois penser à tous les chiens que j'ai vus dans ma vie. Mais
comment peut-elle fonctionner comme ça? Et elle fonctionne, elle parle, elle se sert de concepts, mais la façon de concevoir le concept. Alors, imaginez ce qu'on peut faire avec le signe. Alors, elle a le signe du chien 1, du chien 2, du chien 3, de tous les chiens de sa vie. Elle en fait un concept, elle parle, elle continue. C'est une autre façon de fonctionner qui n'est pas la nôtre, mais qui est sophistiquée quand même. Oui, Et très. qui peut l'emmener Très. loin. Vous comprenez? C'est quand même. Bon, bah écoutez, après cette passionnante discussion, il est déjà 11 heures et je crois qu'on va. Ah oui. Robert, juste Moi, c'est 6 heures. Robert, Oui, Gilbert, vas-y. est-ce que ce n'est pas le poids du réel simplement que l'autiste met sur la feuille? L'autiste fait quoi? Est-ce que ça n'est pas simplement le poids du réel que l'autiste met sur la feuille? C'est la question de Gilbert Poletti. Le poids du réel. Mais il n'est pas seulement dans le réel. Heureusement, il noue le réel avec le symbolique. Alors, il n'y a plus de pur réel. Ce qui lui manque, c'est l'imaginaire. Alors là, avec le symbolique, il peut construire il peut travailler avec le code, mais pas avec le message. Mais de toute façon, le symbolique l'aide, mais ça, sinon je crois que ce serait très dur. Mais ce n'est pas. On peut penser qu'il y a des moments où c'est comme ça, c'est vrai. Mais heureusement, il a le symbolique. Merci. Sinon, ce serait écrasant, non? Oui, écrasant. Ça l'écraserait. N'est-ce pas? Moi, je le pense. Mais écoutez, là, c'est 11 heures. Mais chez moi, c'est 6 heures de l'après-midi. Alors là, je vais travailler encore. Mais vous devez vous reposer. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à remercier vraiment chaleureusement Christina pour vraiment cet apport absolument essentiel de ce soir. Et voilà. Donc, on va s'arrêter sur ce point et on se redonne rendez-vous pour la dernière séance de ce séminaire sur ce thème, en tout cas parisien, dans 15 jours, voilà, où j'interviendrai un peu je sais pas, en conclusion ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, à très bientôt tout le monde. Au revoir, Christina. Au revoir. Un baiser pour tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.